Oui. Vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration? Bien, oui. OK. Bien. Pour le procès-verbal d'audience, je fais référence à la déclaration CIVOTP 0041 0412 ainsi que les annexes 0041 0425 26 0427 0428 et 0429 ainsi que la déclaration 0046 1236. Monsieur Doumbia, vous avez vu et relu ces déclarations au cours de ces derniers jours, je pense. OK. So you confirm that what you... Question bien. Donc, vous confirmez que ce que vous avez lu ces derniers jours représente bien votre déclaration, la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur. The chamber has decided... Question. La Chambre a décidé le 6 juin 2017, avec les écritures 950, que vos déclarations écrites peuvent être versées au dossier de l'affaire, conformément à la règle, ce que nous appelons la règle 68.3 des règles de procédure et de preuve. Ce qui signifie que plutôt que de vous demander de répéter oralement la totalité de vos déclarations ici dans ce prétoire, la Chambre peut utiliser vos déclarations écrites. Néanmoins, il vous sera posé des questions supplémentaires par le bureau du procureur et vous serez également interrogé par la représentation légale des victimes et par les deux équipes de la défense. Donc, cette règle, la règle 68.3, permet la présentation et l'introduction de la déclaration uniquement si vous en êtes d'accord et si vous êtes présent et si les parties ont la possibilité de vous poser des questions. Je vous demanderai donc si vous êtes d'accord pour que cette ces déclarations écrites soient versées au dossier de l'affaire. Thank you very much. Question, merci beaucoup. Donc, comme vous êtes présent ici et disponible et prêt à être interrogé, la Chambre note que toutes les exigences de la règle 68.3 sont respectées et que il est donc autorisé de verser vos déclarations écrites au dossier. Je fais référence aux déclarations écrites et aux annexes dont j'ai déjà cité les cotes. Donc, ces pièces sont versées au dossier et admises. Monsieur Doumbia, nous pouvons maintenant commencer votre interrogatoire. Êtes-vous prêt? Et je donne la parole au bureau du procureur. Thank you, Your Honor. Maître Lédy, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. My name is Nick Leddy. Je m'appelle Nick Leddy et je suis conseiller au bureau du procureur. Vous vous souviendrez peut-être que nous nous sommes rencontrés hier lors de la visite de courtoisie. Et aujourd'hui, je vais vous appeler Monsieur le témoin. Ce n'est pas par manque de respect, mais c'est la façon dont nous nous adressons aux témoins ici dans ce prétoire. Donc, si vous avez besoin d'une pause à un moment donné, il vous suffira de lever la main. D'accord? Compris. What? Question. Je voudrais vous poser une question sur quelque chose qui est indiqué dans votre première déclaration écrite, qui est le premier document sur notre liste, le document CIVOTP 0041 0412, au paragraphe 24 et 32. Dans cette déclaration, Monsieur le témoin, vous avez indiqué que votre sœur est décédée le 17 mars 2011 et vous avez identifié son corps à la morgue de Inyama.
Donc, je voudrais maintenant vous poser une question concernant le moment même de cette identification. Pour retourner en arrière, l'obus est tombé le 17 mars 2011 et l'arrestation de M. Gbagbo a eu lieu quelques semaines plus tard, le 11 avril 2011. Est-ce que vous vous souvenez quand, par rapport à l'arrestation de M. Gbagbo, vous avez identifié le corps de votre sœur? Est-ce que c'était avant ou après l'arrestation de M. Gbagbo? En toute honnêteté, je n'ai pas... Mais je pense que c'est un mois pratiquement après le 17 mars que j'ai pu rentrer en contact avec la morgue pour identifier le corps. Donc je ne peux pas dire si c'était avant ou après l'arrestation. Voilà. And can you please tell us Question. Pouvez-vous nous dire un peu plus en détail ce qui s'est passé à la morgue ce jour-là? Oui, d'abord, pour revenir un peu en arrière, lorsque mon jeune frère s'est occupé du corps et que le corps a été envoyé à l'hôpital d'Abobo, ils ont envoyé le corps et mon petit m'a appelé pour me dire que le corps se trouvait à la morgue d'Anyama et que c'est là qu'on devait s'y rendre. Et lorsque j'ai été dans les premiers mois, c'est-à-dire le lendemain, on m'a dit qu'on ne pouvait pas rentrer maintenant en contact parce qu'il y a des procédures en cours et qu'ils allaient nous appeler. Donc ils ont pris notre contact. Je crois que c'est un mois après que nous avons pu rentrer en contact. Voilà. Et donc quand je suis arrivé ce jour-là, la réceptionniste de la morgue a pris les pièces de la sœur, tout et tout. Et nous sommes allés vérifier, on a vu qu'effectivement elle était là. and which document? Question. Et quels sont les documents que vous avez remis à la réceptionniste ce jour-là? C'est la carte d'identité de ma sœur. Did you also give a copy of? Question. Est-ce que vous avez également remis une copie de votre propre carte d'identité ce jour-là? D'identité aussi. And you indicated Question. Et vous avez indiqué avoir identifié le corps de votre sœur. Pouvez-vous nous dire plus en détail ce qui vous a été montré? Quelle est la partie de son corps qui vous a été montrée? Pratiquement, elle a tiré le corps du tiroir et j'ai vu pratiquement le visage un peu tout le long du corps, quoi, en fait. J'ai regardé voilà, tout le long. was the body clothed? Question. Est-ce que son corps est-ce qu'elle portait des vêtements lorsque vous avez identifié son corps? Il y avait, elle était couverte par un pagne fleuri que ma sœur avait mis sur elle lorsqu'elle était déjà sur le lieu où elle est tombée pour la première fois. Voilà, c'est ce pagne-là que j'ai vu sur elle. Now I want to turn. Question. Je voudrais maintenant parler de votre sœur et de son dossier médical d'Interfou. Il s'agit du numéro 14 sur la liste des documents. Et pour le procès-verbal d'audience, il s'agit de la cote ERN suivante, CIVOTP 0084 28 97. Et dans ce fichier médical, monsieur le témoin, vous êtes indiqué comme étant la personne responsable du corps de votre sœur dans le document 399. Comment est-ce que cela s'est produit? Oui, mais lorsque j'ai été à la morgue pour la première fois, ils ont pris ma carte d'identité, je me suis présenté, ils ont essayé de mettre les liens, de voir les relations, ils ont vu effectivement que j'étais le frère. Et voilà comment est-ce que mon nom porte sur les documents de ma sœur. And Mr. Witness, annexed to. Question. Et monsieur le témoin, en annexe à votre première déclaration, il y a quelques documents
qui sont indiqués comme étant les éléments 2, 3, 4 sur notre liste de documents. Et pour le procès verbal d'audience, il s'agit des documents CIV-OTP 0041, 0425, 0426 et 0427. Ils sont là. Il s'agit là de documents qui portent des noms que je vais donner en français. Le premier étant le certificat de non-contagion, le deuxième étant le procès verbal de constatation de décès et le troisième est le certificat médical de décès. Et ces trois documents apparaissent également dans le dossier d'Interfou que j'ai mentionné un peu plus tôt et qui figure au point 14, au numéro 14 de la liste de documents. Et monsieur le témoin, quand est-ce que vous avez obtenu ces documents de la morgue? Yes, wait a minute. Yes, Oui, please. Le juge président, oui. et par le représentant de l'accusation, la pièce 14. Ce n'est pas une annexe au témoignage du témoin. Donc le témoin n'a jamais vu ce document. Donc avant de lui demander de commenter ce document et comment les informations concernant sa sœur seraient sur ce document, il faudrait peut-être lui demander est-ce qu'il a vu ce document, comment il sait que ce document concerne sa sœur, puisque ce n'est pas une annexe au témoignage du témoin. You're referring to the... Le juge président, vous faites référence au 0245. Maître Lédy, oui, je faisais référence aux trois annexes et je les indiquais pour le procès verbal d'audience tels qu'ils apparaissent dans le même document. Les mêmes documents apparaissent sous le point 14 sur la liste des documents. Le juge président, non, mais je ne comprends pas le numéro du document auquel vous faites référence et je parlais au Conseil de la Défense. Le frère de l'accusation a parlé d'un document interfou. Il précise, et je cite, « Il s'agit du numéro 14 sur la liste des documents pour la cote ERN suivante, CIV OTP 0084 28 97. » Et ce document n'est pas une annexe à l'attestation. C'est un document que le procureur a récupéré, mais qui n'est pas annexé à l'attestation du témoin. It's Le président s'exprime sans micro. There are three... Le juge président, je vais lire dans la transcription d'audience. Il y a trois documents qui portent des noms que je vais lire en français. Le premier étant celui qui s'appelle le certificat de non-contagion et que j'ai ici. Ensuite vient le deuxième est le procès verbal que j'ai ici et que je vais lire, le procès verbal de constatation de décès. Et le troisième est le certificat médical de décès. Ce sont là les trois documents, ils sont tous en annexe. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Les trois documents que vous venez de mentionner sont intégrés dans le dossier de la pièce 14, qui est un document d'Interfou. Donc les trois annexes au témoignage du témoin sont en effet dans ce document. Mais il y a d'autres pièces dans ce même document mentionnées par l'accusation, la pièce 14 sur la liste de preuves de l'accusation, et qui comporte d'autres documents. Donc soit on soumet au témoin les annexes à son témoignage, donc les trois documents que vous avez mentionnés, parce que sinon on verse au dossier, par le biais de ce témoin, un autre document qui est le document 14 que le témoin n'a jamais vu. Donc, soit l'accusation lui pose des questions sur cette annexe. Le juge président interrompant, oui, mais il y a trois documents. On a bien donné ce détail. Est-ce bien exact? Vous parlez de ces trois documents que vous voulez vérifier. Et nous parlons de ces trois documents qui sont attachés à ces déclarations et qui figurent dans le procès verbal de cette affaire d'après notre décision. Est-ce bien le cas? Maître Lédy, oui, tout à fait. Le président, bien. Alors, merci, c'est tout. Preuve du procureur. But we are not talking about document 4. Le juge président, mais nous ne parlons pas du document 14. Nous parlons de ces trois documents. S'il vous plaît, vous avez la parole.
Mr. Witness, my question is, Question. Monsieur le témoin, ma question est la suivante. Les 3 documents dont j'ai parlé et que vous avez remis au bureau du procureur, quand et comment avez-vous obtenu ces documents? De la morgue, on m'a dit de me rendre au CHU de Trècheville pour voir la dame qui a fait l'autopsie pour récupérer les documents. C'est là-bas, c'est à Trècheville, au CHU de Trècheville que j'ai récupéré les documents. do you remember the name of that? Question. Vous souvenez-vous du nom de cet endroit? Quel endroit vous voulez dire? And when did you collect these documents? Question. Et quand avez-vous été chercher ces documents au CHU de Trècheville? Juste le jour ou le lendemain que je suis allé à la morgue. Voilà. C'est-à-dire que de la morgue, on m'a dit rendez-vous à Trècheville pour récupérer les documents. Et je suis parti, mais je ne sais pas si c'est le même jour, mais c'est le lendemain. And another document which Question. Et un autre document en annexe à votre déclaration, il s'agit de l'élément 5 sur la liste des documents. Et pour le procès-verbal d'audience, c'est le document CIVOTP 0041 0428. Et je vais demander à ce que le document soit montré au témoin. Mr. Witness, if you recognize, Je vais vous demander, monsieur le témoin, si vous reconnaissez votre signature sur ce document. and when did you sign that document? Question. Et quand avez-vous signé ce document? Vous en souvenez-vous? Je suis allé, comme on m'a montré le corps de ma sœur. Now, I want to switch topics and ask, Question. Je vais passer à autre chose maintenant et vous poser une question sur le point suivant. Est-ce que vous vous souvenez que votre ADN ait été prélevé pendant cette enquête? Bien, ouais. and do you also recall Question. Et vous souvenez-vous, après cela, avoir été informé par le bureau du procureur que l'échantillon ADN que vous aviez fourni ne permettait pas une concordance sur le plan de l'ADN? J'étais informé. Now, just a few final questions. Question, juste encore quelques questions, Monsieur le Président. Vous êtes victime dans cette procédure en tant que personne individuelle et également en tant que personne membre d'un groupe. Est-ce exact? Je suis personne individuelle, je ne suis pas membre d'un groupe. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par membre d'un groupe, je ne comprends pas. I think my colleague from the legal representatives will get in. Question, je pense que mon confrère de la représentation légale en reparlera, donc je laisse cela de côté pour l'instant. Et je voudrais juste vous demander, vous avez indiqué, en fait, désolé, je retire ma question. Est-ce que votre sœur avait des enfants? Ma sœur a 4 enfants. And who has been taking Question, et qui s'occupe de ces enfants depuis sa mort? Préciser que son premier fils, il est majeur, il travaille. Celle qui suit, la deuxième, elle est mariée. Mais les 2 derniers, depuis le décès, c'est moi, je m'occupe d'eux. Okay, my last question is, Question. Ma dernière question, monsieur le témoin. En tant que victime, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel a été l'impact de ces événements sur votre vie jusqu'au jour d'aujourd'hui? Bien, c'est perdre une sœur dans ces conditions, mais forcément, il y a un impact.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai à ma charge deux enfants. Et la famille, lorsque ça s'est passé, c'est vrai, nous sommes tous appelés à mourir. Mais quand on meurt dans ces conditions, nécessairement, ça a des impacts. Donc voilà, c'est la désolation, quoi. C'est tout. Thank you, Mr. Witness. I have no further questions, Your Honor. Question. Merci, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions, madame, messieurs les juges. Le juge président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, je vais maintenant donner la parole au représentant légal des victimes, à maître Massida. La parole est à vous. Bonjour, maître. Microphone, s'il vous plaît. Maître Massida s'exprime sans micro. Sorry. Bonjour, monsieur le témoin. Oui, bonjour, maître. Monsieur le témoin, dans votre déclaration de témoin qui vient d'être versée au dossier, vous avez indiqué que, avant de me rencontrer en tant que votre avocate, vous avez également rencontré un groupe de la CPI. Je vais citer afin que vous puissiez vous souvenir. Il s'agit, pour les fins de l'enregistrement, du document CIV-OTP 0041 0412, paragraphe 14. Je cite. Avant Paulina, c'est moi-même, un groupe de la CPI est venu pour nous demander si on était prêt de collaborer avec la Cour. Fin de citation. À qui vous référez-vous quand vous dites un groupe de la CPI? Oui, d'abord, je vais venir un peu sur les faits pour que vous compreniez. Lorsque ma sœur est tombée, c'est ma grande sœur Naminazan qui m'a appelé et je venais d'Azagui. Et comme je ne pouvais pas avoir accès au lieu parce que ce jour-là, les obus tombaient de partout. Et donc, j'ai dû appeler un cousin, un frère, j'ai cité son nom, qui s'appelle Fanny Adama. Et c'est lui qui s'est occupé du corps, c'est lui-même qui a aidé, qui a fait partir le corps à l'hôpital d'Abobo. Et en le faisant, il y a une ONG voilà, qui avait pris leur référence, son contact. Et lorsque l'équipe de la CPI est arrivée, c'est à partir en tout cas, c'est au travers de cette ONG-là qu'ils ont pu avoir le contact de mon frère. Et mon frère m'a appelé pour dire qu'il y a une équipe de la CPI qui souhaiterait vous rencontrer. Voilà comment est-ce que je suis rentré en contact avec eux. Alors, on va essayer d'éclaircir un moment. Oui. Vous vous souvenez, plus ou moins, la date ou l'année dans laquelle vous avez rencontré ce groupe de personnes de la CPI? En toute honnêteté, je n'ai plus la date précise. Vous pouvez estimer? Vraiment, je ne voulais pas mentir. Ça pourrait être en 2012? Un an après le décès de votre sœur, plus ou moins? Vraiment, je ne me rappelle pas, maître, sincèrement. C'est pas grave, il y a un document avec une date, donc c'est pas grave. Je voulais juste savoir si vous vous en souvenez. Et vous avez rencontré les gens de la CPI où? À la mairie d'Abobo. Si je comprends bien, vous vous êtes rendu à la mairie d'Abobo Oui. parce que quelqu'un vous a appelé. J'ai dit que c'est mon petit frère Adama qui m'a appelé pour me dire qu'il y a une rencontre à la mairie, voilà, avec une équipe de la CPI. Quand vous dites que c'est votre frère, M. Fanny Adama, qui vous appelait, est-ce que M. Fanny Adama est
réellement votre frère, du même père et de la même mère? Non. Fanny Adama est un frère, je peux dire, adopté. Parce que son père, quand il est venu à Madinani, il est de Ngolo Blasso, c'est un village, et il a eu pour tuteur mon père. Et nous avons grandi ensemble, nous avons tout fait ensemble. La preuve est que quand mon père a pris son nouveau terrain, nous sommes maintenant sur le nouveau site, il a pris un autre terrain pour monsieur Fanny Ladji, c'est le père de Fanny Adama. Et donc, les enfants de Fanny Ladji et nous avons grandi ensemble, nous avons tout fait ensemble. Donc, nous sommes comme des frères. Et je comprends bien que M. Fanny Adama était en contact avec une organisation. Est-ce que c'est correct? C'est sûr, c'est ça. Vous savez le nom de cette organisation? Je crois que c'est CV, quelque chose comme ça. CV, mais c'est le nom du président que je connais, Tioté, et puis son adjoint, c'est Karamoko. C'est avec eux que je collaborais beaucoup. Est-ce que c'est pas... Quelque chose de la jeunesse, je sais plus, bon, le nom, je ne vois pas, oui. Si je vous dis l'association Voix de la jeunesse Voilà, active, c'est ça, c'est surtout ça, oui. est-ce que vous avez été membre de cette organisation ou vous êtes membre de cette organisation maintenant? Je n'ai jamais été membre de cette organisation. Quand vous avez rempli votre formulaire de participation dans cette procédure en tant que victime, qui était présent? C'est le même jour à la mairie, là. Voilà, il y a Karamoko qui était là. Il y a Tioté aussi qui était là. Et parmi les membres de la CPI, je crois que c'est le nom d'une dame qui est toujours venue. Je crois que c'est Caroline, quelque chose comme ça. Vous avez rempli votre formulaire à la présence des gens du greffe de la Cour. Est-ce que c'est correct? C'est ça. Est-ce qu'il y avait des autres gens à la mairie d'Abobo ce jour-là? Oui, lorsque nous sommes arrivés, on nous a dit qu'il y a une équipe de la MIDH. Voilà, et nous sommes présentés à cette équipe aussi pour... ils nous ont demandé aussi que eux aussi... Voilà, ils nous ont demandé que eux aussi... ils sont là pour les mêmes causes. Si on souhaiterait vraiment porter plainte, de le faire. C'est ce que nous avons fait. Alors, monsieur le témoin, je vais arriver à la MIDH dans un moment. Okay. Est-ce que vous pouvez vous concentrer pour le moment sur le moment dans lequel vous avez rempli un formulaire de participation dans cette procédure en tant que victime avec l'aide du greffe de la Cour? D'accord? Oui. Ce jour-là, quand vous-même vous avez rempli le formulaire, est-ce qu'il y avait des autres gens à la mairie d'Abobo qui ont également rempli un formulaire de participation? Non, à part les membres enfin, qui sont venus de la CPI, je n'ai pas vu d'autres personnes. Vous venez de mentionner le MIDH. Oui. Je comprends que, à part le gens de la Cour et moi-même, vous avez donc parlé des événements survenus le 17 mars 2011 avec aussi cette organisation qui est le MIDH. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct, oui. Vous souvenez-vous quand, approximativement, vous avez rencontré cette organisation, les membres de cette organisation? Voilà, je fais une confusion à ce niveau, mais j'ai l'impression que c'est le même jour où... parce qu'il y a eu tellement d'événements, vraiment on ne peut pas trop situer, mais je sais que c'est dans le même lieu, à la mairie d'Abobo, que l'ONG nous a appelés pour contacter. Mais je n'arrive plus à situer si c'était le même jour où les membres de la Cour de la CPI étaient là ou pas. Voilà.
Vous souvenez-vous les noms des personnes du MEDH que vous avez rencontrées? Non, je n'ai pas demandé de nom. C'était deux demoiselles. Elles étaient assises là, sur une table. Voilà, voilà, ils ont posé des questions, mais je n'ai pas demandé de nom. Monsieur le témoin, si j'ai bien compris de vos mots, ce n'est pas à votre initiative que vous avez contacté le MEDH. Pas du tout, pas du tout. C'est la même organisation qui vous a contacté pour rencontrer les personnes du greffe de la Cour? L'ONG, oui. L'ONG Jeunesse, voilà. Je finis. Ok, Il faut que je termine d'accord. ma question et après vous répondez. Je m'excuse, Parce que maître. sinon, au Ouais. fin de l'enregistrement, ça ne va pas marcher. Alors, je répète ma question, vous attendez un moment et vous répondez, d'accord? D'accord. Est-ce que c'est la même organisation qui vous a contacté pour rencontrer les membres du greffe de la Cour, qui vous ont également contacté pour rencontrer les membres du MEDH? Oui, Et quand vous avez rencontré les membres du MEDH, vous avez signé un papier, vous avez simplement parlé avec eux? Comment s'est déroulée la rencontre? ils ont demandé les circonstances et autres. Et nous avons effectivement rempli avec l'information le nom et prénom de la sœur en question. Voilà. Après ce jour-là dans lequel vous avez parlé avec les membres du MEDH, par la suite, avez-vous eu autre rencontre avec les MEDH ou des nouvelles de cette organisation par rapport à votre dossier? Non. Là, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Monsieur le témoin, à part votre sœur, connaissez-vous d'autres victimes de l'incident du 17 mars 2011? Oui, j'en connais beaucoup. D'abord, dans ma déposition, lorsque j'ai dit que je venais d'Azaguié, je voudrais vous informer que je venais de présenter mes condoléances à la famille d'un frère, un voisin, du petit frère d'un voisin, un voisin direct. Et... Je suis désolée de vous interrompre, monsieur le témoin. Ok, Ma question était différente. ok. C'est en train de parler de quelque chose qui s'est passé avant le 17 mars. Oui. Ma question était, est-ce que vous connaissez des autres victimes des événements du 17 mars Ok. 2011? On se concentre sur cette date. Ok. D'accord? Merci bien. Merci. Effectivement, lorsque nous avons eu le premier contact avec les envoyés du bureau de la Cour, et ce jour-là, le monsieur qui devait interpréter aux autres victimes qui ne comprennent pas bien le français, avait des difficultés à le faire. Et j'ai prêté mon service à le faire. Et depuis ce jour-là, nous sommes rentrés en contact avec ce groupe-là, les victimes du 17 mars. Donc, je connais quelques-uns parmi eux. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais lire, afin de réfléchir la mémoire du témoin, monsieur le président, je souhaiterais lire le paragraphe 45 de sa déposition. Yes, please. Le président, oui, je vous en prie. ORN, page. Alors, pour ce qui est du numéro ORN, il s'agit de la page 04 à 9. Monsieur le témoin, je vais vous lire une partie de votre déclaration. Je cite. « Je connais un vieux qui s'appelle Fofana, dont 2 filles ont été tuées par un obus qui a perforé le mur de sa maison. Je ne connais pas la date exacte de cet incident, mais c'était pendant la même période. Je connais aussi une fille qui a un œil cassé par obus qui est tombée
à côté du village SOS quand elle passait par là. Une autre jeune dit qu'il a encore des éclats de bus dans le corps. Je n'ai pas son nom. Fin de citation. Oui. Est-ce que vous vous en souvenez de cela? Oui, je me souviens bien, oui. Well, Est-ce que vous... may I say it's Le président. Alors, il s'agit du paragraphe 45, 46 et 47, pas seulement le paragraphe 45. Maître Massima, oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissiez personnellement ces victimes? Oui, je le connais. Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire quelle était l'ethnie de ces personnes? Toutes ces personnes citées sont des Malinqués. Et ma dernière question, Monsieur le témoin, vous avez répondu à une question posée par le bureau du procureur. Donc, Monsieur Doumbia, le moment est venu pour que les conseils de la défense vous posent des questions. Donc, je pense que nous allons d'abord entendre le conseil de la défense de Monsieur Gbagbo. Et pour ce faire, je donne la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. okay. Now, Le président d'accord. Donc, c'est Maître Naouri qui va vous poser des questions, monsieur. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, d'accord? Avec plaisir. Alors, Monsieur le témoin, vous nous avez dit ce matin, quand vous répondiez aux questions du juge président, et c'est page 2 des transcrits lignes 8 à 9, vous veniez de Madinani, pardon, autant pour moi. Voilà. Alors, ma question, est-ce que vous pouvez nous dire quel zone était actif à Odienné? Je ne peux pas vous le dire parce que je n'étais pas au dîner en ce moment. D'accord. Alors, en 2002, est-ce que vous êtes à Catiola, c'est ça? En 2002, Et il faisait partie du RDR, ce monsieur. oui, mais le RER, c'est, pour vous définir, c'est les enseignants républicains, l'association des enseignants républicains. D'accord. Et quelle était la mission du RER? C'était de sensibiliser les populations? Le RER, c'est... Lorsqu'il y avait les élections, c'est le RER qui se chargeait de former la population, sa population, ses militants. Comment voter pour éviter des bulletins nuls ou autres. C'était ça son rôle. D'accord. Et comment vous avez été recruté, vous, personnellement, par le RER? Est-ce qu'il fallait être membre du RDR? Je n'ai pas été recruté. J'y suis allé parce que j'avais cette envie de former et de mes frères à mieux voter. C'est pour cela que je suis allé là-bas. D'accord.
Mais le RER faisait de la mobilisation pendant la campagne électorale, n'est-ce pas? Oui, mais bien sûr, puisque ça fait partie du parti politique RDR. Donc c'est tout à fait normal. D'accord. Alors, est-ce que le RER organisait des formations dans des bureaux de vote? Ça ne peut pas être dans les bureaux de vote. Les formations sont bien en amont, avant. Les formations, on les fait pour préparer les élections. Donc ça ne peut pas être dans les bureaux de vote. D'accord. Alors, quand est-ce que vous avez formé cette population? Avant le premier tour? Entre les deux tours aussi? Dites-nous. Avant le premier tour, je crois, oui. Alors, si vous ne formez... Could you both... Le président, je vous en prie, je m'adresse à vous deux. Lorsque la question a été posée, attendez. À la fin de la question, attendez, respirez et ensuite répondez. Et il en va de même pour vous. Vous devriez le savoir. Qu'entendez-vous de respirer à la fin de la réponse? Voilà, c'est la même chose. Ma question représentant aussi. I said breathe, not stop. Pardon, oui. Je vous ai dit de respirer, non pas de vous arrêter. Où est-ce que vous formiez les gens? Si c'est pas dans les bureaux de vote, dites-nous. Oui, mais il y a des endroits pour former les gens. Le RER a des QG, il y a des représentants, comment on appelle, de quartiers, des sections où on donne rendez-vous. Ça peut être à domicile, ça dépend. Il n'y a pas un lieu fixe pour ça. D'accord. Alors, donnez-nous quelques précisions. Ils étaient où ces QG du RDR où vous formiez les gens? Combien de fois bon, maintenant, vous nous avez dit vous allez à domicile. Dans quel quartier vous alliez à domicile? Expliquez-nous. Mais ces formations se font souvent à domicile. Ça se fait aussi dans des écoles primaires, des écoles, voilà. D'accord. Alors, monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire qui vous formiez exactement? C'est la population. La population. Voilà, celui qui veut vraiment se former vient à la formation. Savoir comment, puisque nos parents, généralement, ne savent pas lire ni écrire, ils ont des difficultés pour opérer l'opération de vote. Donc, il faut leur apprendre comment voter. C'est ça, la formation. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous leur disiez à ces personnes que vous formiez? Oui, il y avait des bulletins déjà, des bulletins de vote, si vous voulez, des simulations, voilà, qui étaient là. Et on leur montrait, voilà, le candidat que vous votez, comment est-ce que vous devez faire. C'est comme ça se passe. Donc, des bulletins qu'on préfabriquait bien avant les élections. Et on leur montre comment il faut voter, voilà, comment est-ce qu'il faut faire, voilà, comment est-ce qu'il faut faire le jour des votes. Ils vont vous présenter un bulletin de ce modèle-là. Vous verrez, bon, que voilà notre candidat, le candidat que vous souhaiterez voter, vous votez. C'est comme ça. D'accord. Et qui vous fournissait ces bulletins de vote? Oui, mais c'est le parti qui le faisait. Vous voulez dire le RDR? Oui, le RDR, oui. So, excuse me, but... Le président, excusez-moi. Donc, vous ne leur montrez pas comment voter seulement, mais vous leur indiquiez également pour qui voter, n'est-ce pas? Ça, c'est une réalité. Nous sommes en campagne. Ben, généralement, ceux mêmes conformes, c'est ceux qui sont déjà favorables d'abord à notre candidat. Donc, on leur dit, bon, voilà, maintenant, on ne peut pas, c'est le jour de la élection, le bulletin, c'est secret. Donc, il n'est pas obligé de faire ce que nous lui demandons. Donc, il va et il fait ce qu'il veut. Voilà.
Yes, here's the floor. Le président, oui, vous avez la parole, maître. Et est-ce que vous expliquez aux gens qu'ils devaient disposer d'une carte d'électeur et d'être inscrits sur les listes électorales? Oui. Est-ce que vous vérifiez si les gens étaient inscrits sur les listes électorales? On ne peut pas le vérifier puisque nous n'avons pas la liste, nous n'avons pas ça. Il faut l'avoir pour pouvoir le faire. D'accord. Est-ce que vous leur expliquiez qu'ils ne pouvaient pas venir voter avec des vêtements ou objets à l'effigie d'un candidat? Oui, effectivement, pendant la formation, nous indiquons cela. D'accord. Et que vous disiez-vous concernant les représentants qui devaient être présents dans un bureau de vote? Oui, on leur demande d'être vigilants, tout simplement. Ceux qui devaient être les représentants des candidats, on leur demande d'être vigilants. Voilà. D'être vigilants, de bien suivre le scrutin. Pour ne pas qu'il y ait des anomalies. S'il y a des anomalies, d'appeler les représentants, en tout cas les superviseurs et autres, pour expliquer. C'est tout. D'accord. Mais est-ce que vous les informiez de quels représentants devaient être là le jour du bureau de vote, le jour du vote, dans le bureau de vote? Je n'ai pas compris cette question. Je vais reformuler. Est-ce que vous disiez aux gens que vous formiez le nombre de représentants qui devaient être dans un bureau de vote et quel parti ils devaient représenter? Oui, dans tous les cas, la formation, c'est vrai qu'on indique le comportement adopté, mais le dispatching, c'est-à-dire envoyer les représentants dans les bureaux de vote, ça maintenant, ça dépend. On peut même être formé et puis ne pas être représentant, ça dépend. Donc je ne peux pas dire quel est le nombre, là je ne peux pas, je ne peux rien dire là-dessus. D'accord. Donc vous n'étiez pas au courant qu'en vertu de la loi du 1er août 2000 portant le code électoral, il devait y avoir 2 représentants de chaque candidat dans chaque bureau de vote? C'est pas comme ça que j'ai compris votre question. Sinon, ce que vous dites, là, je sais. Voilà. D'accord. Oui. Est-ce que vous le disiez aux gens que vous formiez? Oui, dans la formation, ça s'est dit. D'accord. Et est-ce que vous, monsieur le témoin, vous avez formé des représentants, des assesseurs? Non. Notre formation se limite dans le cadre des activités du parti, du RDR. D'accord. Et qui étaient le ou les représentants du RDR dans votre bureau de vote, vous vous en souvenez? Bien, moi, le jour des élections, le premier tour, j'étais président du bureau de vote, en tant qu'enseignant. Donc, je ne suis pas allé voter dans un... Donc, je ne peux pas... Et puis, je ne cherche pas à voir qui est RDR, qui n'est... Parce que quand on est président du bureau de vote, ce jour-là, on est neutre. On garde la neutralité, parce que c'est pas le parti, pour le parti qu'on travaille, mais on travaille pour l'État. Donc, j'étais président du bureau de vote dans une école primaire et j'étais concentré à cette tâche-là. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, vous venez de nous dire que vous étiez président dans un bureau de vote, Oui, c'est ça? oui. Quel bureau de vote? J'étais à Konaté-Freiné, c'est une école primaire. Ça, c'était au premier tour. Au deuxième tour, j'étais aux cours sociaux. D'accord. Et en tant que président de bureau de vote, vous vous rappelez plus des représentants des 2 candidats qui étaient présents ce jour-là? Vraiment, je ne me rappelle pas. D'accord.
Alors, dans le cadre de votre travail de mobilisation, est-ce que vous avez participé à des réunions du RDR? Oui. D'accord. Où ça, monsieur le témoin? C'était au QG. Au QG à Bobo, à côté des Trois Chatons. L'école Trois Chatons. Excuse me, there is no... Le juge président, excusez-moi, il n'y a pas d'interprétation. No, we can also we go further, and I think we... Le juge président, nous pouvons également poursuivre et nous intégrerons cette portion manquante dans la version finale. Just if you repeat the last question so that... Si vous pouvez répéter la dernière question pour que nous ayons la totalité de ce qui a été dit, merci. C'était ma question. Alors ma question c'était, alors dans le cadre de votre travail de mobilisation, est-ce que vous avez participé à des réunions du RDR? Oui. Et donc je vous demandais, d'accord, où ça, monsieur le témoin? J'ai dit que c'était au QG. Généralement, le quartier, on appelle Trois Chatons. Quand vous prenez un taxi, vous voulez vous rendre au quartier BC, vous demandez que vous descendez aux Trois Chatons, c'est pas loin du camp commando. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était présent lors de ces réunions, monsieur le témoin? Beaucoup d'hommes étaient présents. Je ne peux pas vous dire qui exactement. Il y avait beaucoup d'hommes ce jour-là. Pas de femmes? Mais naturellement, les femmes font partie des hommes avec grand H. D'accord. Alors, est-ce que vous avez participé à des meetings du RDR, monsieur le témoin? Non, je n'ai pas participé à des meetings. Est-ce que vous avez assisté à des meetings? Non, parce que les meetings à Bobo, généralement, il y a tellement de choses. Je n'ai pas participé. Je vous ai dit que je ne suis pas un militant affiché, actif, mais j'ai été sympathisant et j'ai participé à la formation parce que ma volonté, c'était d'amener mes parents à mieux voter, à faire un bon choix. C'est ça. D'accord. Et c'était quoi le bon choix, monsieur le témoin? Le bon choix? Bien le président actuel. C'est-à-dire? The prosecution. C'est-à-dire le président. Object to the relevance of that. Maître Lady, je fais objection à la pertinence de cette question et à la façon dont elle a été formulée par le Conseil. Le bon choix. Non. Le témoin a dit, je voulais que les populations fassent le bon choix. Je lui demande quel est le bon choix pour lui, tout simplement. Yes. But it's on the record, so... Le président, oui, mais ceci figure au procès-verbal d'audience. Pas de problème, merci. Alors, monsieur le témoin, vous pouvez... D'accord. Ce sont eux qui prennent les décisions au sein de la famille, c'est ça? Non, au niveau de la famille, mais les décisions se prennent à Abidjan, puisque le grand frère... Chez nous, on ne prend pas des décisions seuls. Lorsqu'il y a une situation, on convoque une réunion, les aînés sont là, et dans la grande famille, c'est-à-dire en dehors même des enfants de mon père, il y a nos oncles. Hein, nos oncles, voilà, qui ont leurs fils les plus âgés, d'ailleurs, sont là-bas. C'est avec eux qu'on prend les décisions. D'accord. Alors, pour que l'on comprenne bien, qui prend les décisions les plus importantes au sein de votre famille? C'est ce que j'ai dit. Nous nous consultons et chacun fait une proposition et on retient la meilleure. D'accord, monsieur le témoin. Alors, monsieur le témoin, la camarade de votre sœur, Mariam, oui. C'était une militante du RDR, n'est-ce pas? Vraiment, je ne saurais vous le dire.
Parce que je ne lui ai jamais demandé cela. Est-ce qu'à votre connaissance, elle a été au Golfe pendant la crise post-électorale? Je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai aucune information là-dessus. D'accord, mais vous la connaissez bien? Je la connais très bien parce que nous sommes nés, nous sommes du même village. Elle vit paisiblement à Bobo, dans le même quartier d'ailleurs que ma grande sœur Makaridia. Voilà, donc c'est tout. Alors attendez, monsieur le témoin. Makaridia et Mariam habitent dans le même quartier, c'est ce que vous dites? Oui, dans le même quartier, mais avec un peu distancé, mais c'est dans le même quartier. Ce n'est que les rails qui les séparent. D'accord. Est-ce que votre sœur Makaridia a participé à la marche des femmes du 3 mars 2011? Pas du tout. D'accord. Alors, monsieur le témoin, pendant la période post-électorale, vous avez participé à la mise en place de barrages dans votre quartier, n'est-ce pas? Non. La mise en place des barrages, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Seulement, pendant la crise post-électorale, ce que je voulais peut-être expliquer, je ne sais pas ce que vous voulez dire, il y avait des tentatives, parce que les forces de l'ordre à l'époque cherchaient à rentrer dans le quartier. Pour votre information, les gens avaient reçu des SMS, nos collègues autres qui sont des autres bords politiques, ils avaient reçu des SMS comme quoi il faut sortir du quartier à Bobo PK18. Parce que, en tout cas, les militaires viendront pour attaquer. Alors, on va reprendre, monsieur le témoin. On peut aller? On va reprendre. D'accord. Je vais vous poser des questions. Voilà. Alors, vous, votre quartier, c'est PK18, c'est ça? Je suis le quartier, il y en a qui l'appellent PK18, il y en a qui l'appellent Agnama-Belleville, mais précisément, on l'appelle l'ancienne gendarmerie. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du commando invisible? Ah oui, j'ai entendu parler. Et ils étaient actifs à PK18, n'est-ce pas? Oui. Ils faisaient quoi? En tout cas, pour moi, pour ce que j'ai vu, ils défendaient la population au niveau d'Abo PK18. Ils défendaient avec des armes, monsieur le témoin? Oui. Ils défendaient avec des armes, oui. Depuis quand ils étaient là-bas? J'ai eu connaissance à partir de la marche qui devait aller libérer la RTI à l'époque. C'est depuis ce jour-là que le commandant invisible s'est mis en place. Et le commando invisible, ils ont participé à cette marche? Non. Qui était leur chef? Je ne sais pas, parce que c'était des éléments, je ne peux pas dire qui est chef et qui n'est pas chef. Chacun dans son quartier, c'est des jeunes volontaires qui se sont formés, chacun défendait de son côté. Vous n'allez pas me dire que celui qui était à Bobo Agripac, qui défendait du côté d'Abobo Agripac, connaissait forcément celui qui défendait vers Abobo Agnamadjamé. Je ne sais pas quelle est leur organisation, je ne peux pas vous dire exactement, mais ce qui est sûr, il y avait des commandos invisibles. Et il y a des gens que je connais qui sont venus volontairement parce qu'ils voulaient à un moment donné défendre la population de PK18. Alors on va reprendre. Oui. Qui dans votre quartier était le chef du commando invisible dans votre quartier? Dans mon quartier, il y avait d'abord mon quartier, c'est le quartier on appelle Adja. Et le quartier voisin, on l'appelle Bois Sec. Voilà. Maintenant, au niveau de mon quartier, celui qui était là, on l'appelait Konaté. D'accord. Et pour votre gouverne,
pour votre information, Konaté était un jeune du quartier que je connaissais et que on a même organisé la remise des cartes d'électeurs au niveau d'une école primaire de la place. Alors, vous avez remis les cartes d'électeurs dans le quartier avec Konaté, c'est ça? Non. Nous étions allés retirer nos cartes d'électeurs. Vous êtes allés ensemble? Pardon. Non. J'ai trouvé Konaté sur place. Konaté aussi était venu retirer sa carte d'électeur. Il y avait un désordre. Il y avait un désordre dans le bureau parce qu'il y a des jeunes gens qui passaient alors que les gens étaient dans le rang. Il y en a qui passaient pour, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient pour avoir leur carte. Et ceux qui étaient dans le rang n'arrivaient pas à avoir leur carte. C'est pour cela il y a un monsieur qui est présentement dans le quartier, qui a un hôtel, qui a un hôtel qu'on appelle Secreto, comme il a les choses. C'est un doyen, un monsieur bien âgé. Il est venu, il a dit, bon, organisons la remise des cartes pour qu'on parte d'ici. Et c'est comme ça, il a interpellé les Konaté et autres. Ils se sont portés volontaires pour organiser, pour faire le rang, pour que de façon disciplinée, qu'on puisse remettre, les cartes d'électeurs. Ce jour-là, j'ai vu Konaté en train de mettre de l'ordre. Maintenant, comment est-ce que je vais le connaître comme commando invisible? J'ai un frère qui s'appelle Fofana, qui est un officier qui est de la police, qui est venu me voir. Il m'a dit, il y a le commandant Fognon qui veut charger son portable et c'est chez toi qu'il va le faire. J'ai dit, mais qui est le commandant Fognon? Il a dit, allons, tu vas le voir. Et je me rends vers le collège, il y a un collège Adja. Je me rends vers le collège Adja et je vois que c'est le jeune homme qui organisait le rang, au niveau le retrait des cartes. J'ai dit, mais c'est toi, Fognon? Parce que j'ai même surpris, j'ai dit, mais c'est toi, le commando invisible? Down, please. Ok. Le juge président, veuillez ralentir, s'il vous plaît. Donc j'étais vraiment surpris de voir que c'est lui, parce que quand on parlait du commando invisible, je pensais que c'était autre personne. Et c'est lui que j'ai vu. Et il a souri, j'ai dit, ok, il n'y a pas de... Donc j'ai vu, voilà. Donc c'est un jeune du quartier. Mr. Witness. Le président, monsieur le témoin, si vous parlez aussi rapidement avec vos élèves, en tant que maître, je suis pratiquement sûre qu'ils n'en comprendront pas tout ce que vous dites. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir ralentir. Je sais que vous parlez avec passion, mais je vous demanderai de ralentir. Merci. Donc je disais que j'étais surpris de voir que c'est le jeune homme que j'avais vu le jour où on remettait les cartes d'électeurs qui était un des commandos invisibles. Et si j'ai bien compris, vous êtes allé le voir, où est-ce qu'il est stationné? Non, j'étais à la maison, puisque Fofana me connaît très bien, le policier me connaît très bien. J'avais un portable Nokia et il avait le même portable et comme sa batterie était déchargée, il a dit, je connais quelqu'un dans le quartier qui a le même portable que vous. Donc, je peux aller voir pour prendre son chargeur pour venir vous aider. Voilà comment Fofana est venu chez moi. Il n'est pas venu avec le commandant invisible. Lui, il était à Adja, au collège Adja. Et comme ça, j'ai pris mon chargeur. Ben, par curiosité, j'ai dit, bon, je vais voir qui est le commando invisible. Et je suis arrivé là. J'ai vu Konaté qui était là. Il m'a dit que oui, il m'a dit que c'est lui le commando invisible. D'accord. Donc c'était un policier qui faisait l'intermédiaire avec le commandant Fognon. Le policier, d'abord, il fait, comment on appelle, effectivement, lui, il est dans le quartier aussi. Il n'est pas, sa cour même est pratiquement collée au collège Adja où le commando invisible était. D'accord. Et est-ce qu'ils avaient une base dans votre quartier, le commando invisible? Non. La base, c'était un peu en bas, vers, comment on appelle,
PK18, le quartier PK18 pour aller vers comment on appelle, généralement ce carrefour, comment on l'appelle, carrefour Jean, je ne sais pas si c'est Jean ou quoi là. En tout cas, c'est vers, un peu proche du goudron, quoi, de la voie principale. Voilà, carrefour Alors, Kofi Jean, voilà, le carrefour on appelle Kofi Jean. Voilà. Ça, c'était la base du commando invisible. Il y avait un immeuble là. Présentement, il y a une infirmerie même en bas. C'est pas loin du nouveau logement de Sukoji, au niveau d'Abo PK12, c'est pas aussi loin de là, c'est dans le même périmètre. Voilà, donc ils étaient tout juste en bas, ils occupaient le bas de l'immeuble. Hôtel Harmonie, PK18, c'est ça? Non, c'est pas hôtel, c'est un immeuble où il y a des habitants. C'est une habitation. Et il y a une infirmerie bien à côté. Ça, c'était leur base. De mon quartier, oui, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Konaté? Konaté, je crois qu'il a été démobilisé et je le vois souvent dans le quartier. Il avait peut-être créé une société de gardiennage, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il devient. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des dozos avec le commando invisible dans votre quartier? Je n'en ai pas vu. D'accord. Et vous avez dit que Konaté avait été démobilisé. Donc, Oui. il a fait partie de la DDR, c'est ça? Oui. D'accord. Merci. Alors, le commando invisible avait des barrages aussi dans votre quartier, n'est-ce pas? C'est vrai, le commando invisible a des barrages, mais la population elle-même faisait des barrages. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire où étaient ces barrages? Oui, aux artères, les entrées, les carrefours. Il y en avait beaucoup? En tout cas, chaque quartier s'organisait comme il pouvait. D'accord. Mais au barrage du commando invisible, les gens étaient armés, n'est-ce pas? Le barrage du commando invisible n'était pas dans les quartiers, mais était dans les sorties de la ville de PK18, c'est-à-dire les frontières entre Abobo et PK18. Est-ce qu'ils demandaient de l'argent à ces barrages? Je n'ai pas connaissance de cela. Et vous êtes posté à côté de certains barrages du commandant invisible, n'est-ce pas? Je n'ai jamais posté, mais on gardait la sécurité dans notre propre rayon, c'est-à-dire ma maison où ma maison était située. Voilà, parce que nuitamment, on pouvait être attaqué comme quoi. Donc, nous, on se contentait de taper dans les boîtes. La nuit, quand on entendait quelque chose de suspect, on prend les boîtes, on tape les boîtes pour éviter que, en tout cas, les forces de l'ordre s'aventurent dans le quartier. Alors, au paragraphe 57 de votre attestation, vous dites: mais une fois que le commando invisible a été créé et a commencé à poster leurs éléments sur ces barrages, nous, on est restés de côté. Donc, est-ce que le commando invisible a récupéré vos barrages? Non. Je voudrais dire, au départ, il n'y avait pas de commando invisible. C'est la population même qui faisait sa sécurité. Mais lorsque il y a eu la marche, je crois du 16 décembre, que la marche a dégénéré en violence, où, je me rappelle bien, il y a une 4x4 de militaires, je crois, des bataillons d'Akwedo, qui étaient rentrés dans le quartier.
Et le lendemain, c'était, je crois, la nuit. Le lendemain, nous avons trouvé du sang et tout. Et ils ont été tués. Je ne sais pas c'est par qui, par ces jeunes commandos invisibles, je ne sais pas. Et ils ont récupéré, c'est là, l'information qu'on nous a donnée, que c'est les calaches de ces militaires qui étaient dans le quartier, qu'ils ont récupéré pour pouvoir se défendre avec. Et ça, c'est des informations qu'on a. Est-ce vrai ou pas? Je ne peux pas vous le dire. D'accord. Et, monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu parler d'Amara le Gros? Amara le Gros? Non, je ne le connais pas. Et Gros Ouinzin? Vous dites? Gros Ouinzin? Vraiment, je ne connais pas. Je ne fréquente pas ce milieu, donc je ne le connais pas. Et alors, dans votre attestation, paragraphe 56, vous dites « À partir de ce jour, les jeunes ont commencé à s'organiser et c'est comme ça qu'est né le commando invisible. Oui. Ils ont commencé à recruter des jeunes gens dans le quartier et ils se sont donné le nom Fognon, qui veut dire vent en malinqué. C'est ça. Alors, comment ils ont fait pour recruter ces jeunes? Oui. Vous savez, chacun était dans la crainte. Chacun, puisque la menace planait, on disait qu'il y a des chars qui doivent rentrer dans le quartier. Ils ont même dit à un moment que les enfants de 16 ans à 70 ans, si jamais les gens ne sortaient pas du quartier PK18, ils seraient tous tués, des hommes. Ça, nous avons reçu cette information. Et c'est au même moment que nous avons constaté effectivement, certains voisins avec qui nous vivons, pas paisiblement, ont commencé à quitter le quartier. Il y a un même qui m'a dit de sortir du quartier parce que si je ne sors pas du quartier, ce ne serait pas bon pour les heures qui suivent. J'ai dit, mais je vais où avec mes enfants? Je préfère mourir dans ma maison. Voilà comment je suis resté à PK18. Et donc, chacun essayait de faire sa protection. Monsieur le témoin, je vous interromps parce que ce n'est pas tout à fait la réponse à ma question. Oui, mais bon, d'accord. Donc, vous reposez votre question alors. Oui. Alors, je vous avais posé la question de recrutement, mais ma question par rapport à ce que vous venez de nous dire, c'est les voisins, ils avaient peur du commando invisible? Non, pas du commando invisible, mais des forces de l'ordre qui venaient s'attaquer à la population. Et les commandos invisibles venaient pour protéger. C'est comme ça. Donc, la population était de connivence avec le commando invisible. D'accord. Et est-ce que les jeunes qui ont été recrutés par le commando invisible, on leur a promis de l'argent? Mais chacun vient faire sa défense. Il y en a même qui venaient volontairement. On demande aux parents, dormez dans la maison, nous on fait votre sécurité parce que vous allez mourir. Donc, si on a besoin d'argent pour ça, pour sa vie, on n'a pas besoin d'argent pour ça. D'accord. Voilà. Et les membres du commando invisible, c'est les mêmes que les Mongoba? Ce mot Moroba, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, on les appelait Fognon et commando invisible. Monsieur le Président, je vois l'heure, donc je m'arrête là. Moi aussi. Le juge président. Donc, monsieur le témoin, nous allons nous arrêter maintenant, faire une pause d'une demi-heure, ce qui vous permettra de vous reposer et nous reviendrons à 11h30 et nous poursuivrons l'interrogatoire. Merci, l'audience est suspendue jusqu'à 11h30.